20 ans après, partie 24, chapitre 90. Le bras et l'esprit. Le souper fut silencieux, mais non pas triste, car de temps en temps un de ces fins sourires qui lui étaient habituels dans ces moments de bonne humeur illuminait le visage de d'Artagnan. Porthos ne perdait pas un de ces sourires, et à chacun d'eux il poussait quelque exclamation qui indiquait à son ami que, quoiqu'il ne la comprît pas, il n'abandonnait pas davantage la pensée qui bouillonnait dans son cerveau. Au dessert, d'Artagnan se coucha sur sa chaise, croisa une jambe sur l'autre, et se dandina de l'air d'un homme parfaitement satisfait de lui-même. Porthos appuya son menton sur ses deux mains, posa ses deux coudes sur la table, et regarda d'Artagnan avec ce regard confiant qui donnait à ce colosse une si admirable expression de bonhomie. « Eh bien » fit d'Artagnan au bout d'un instant. « Eh bien » répéta Porthos. « Vous disiez donc, cher ami ?»« Moi ? Je ne disais rien. »« Si fait, vous disiez que vous aviez envie de vous en aller d'ici. »« Ah, pour cela, oui, ce n'est point l'envie qui me manque. » Et vous ajoutiez que, pour vous en aller d'ici, il ne s'agissait que de desceller une porte ou une muraille. C'est vrai, je disais cela, et même je le dis encore. Et moi je vous répondais, Porthos, que c'était un mauvais moyen, et que nous ne ferions point 100 pas sans être repris et assommés, à moins que nous n'eussions des habits pour nous déguiser et des armes pour nous défendre. C'est vrai, il nous faudrait des habits et des armes. Eh bien, dit d'Artagnan en se levant, nous les avons, ami Porthos, et même quelque chose de mieux. Bah, dit Porthos en regardant autour de lui. Ne cherchez pas, c'est inutile. Tout cela viendra nous trouver au moment voulu. À quelle heure à peu près avons-nous vu se promener hier les deux gardes suisses ? 1 heure, je crois, après que la nuit fut tombée. S'ils sortent aujourd'hui, comme hier, nous ne serons donc pas un quart d'heure à attendre le plaisir de les voir. Le fait est que nous serons un quart d'heure tout au plus. Vous avez toujours le bras assez bon, n'est-ce pas, Porthos ? Porthos déboutonna sa manche, releva sa chemise et regarda avec complaisance ses bras nerveux, gros comme la cuisse d'un homme ordinaire. « Mais oui, dit-il, assez bon. De sorte que vous feriez sans trop vous gêner un cerveau de cette pincette et un tire-bouchon de cette pelle. »« Certainement, dit Porthos. »« Voyons, dit d'Artagnan. » Le géant prit les deux objets désignés et opéra avec la plus grande facilité et sans aucun effort apparent les deux métamorphoses désirées par son compagnon. « Voilà, dit-il. »« Magnifique, dit d'Artagnan, et véritablement vous êtes doué, Porthos. »« J'ai entendu parler, dit Porthos, d'un certain Milone de Crotone qui faisait des choses fort extraordinaires, comme de serrer son front avec une corde et de la faire éclater, de tuer un bœuf d'un coup de poing et de l'emporter chez lui sur ses épaules, d'arrêter un cheval par les pieds de derrière, etc., etc. Je me suis fait raconter toutes ces prouesses, là-bas, à Pierrefonds, et j'ai fait tout ce qu'il faisait, excepté de briser une corde en enflant mes tempes. C'est que votre force n'est pas dans votre tête, Porthos, dit d'Artagnan. Non, elle est dans mes bras et dans mes épaules, répondit naïvement Porthos. Eh bien, mon ami, approchons de la fenêtre, et servez-vous de votre force pour desceller un barreau. Attendez que j'éteigne la lampe. Chapitre 91. Le bras et l'esprit, suite. Porthos s'approcha de la fenêtre, prit un barreau à 2 mains, s'y cramponna, l'attira vers lui et le fit plier comme un arc, si bien que les 2 bouts sortirent de l'alvéole de pierre où depuis 30 ans le ciment les tenait scellés. « Eh bien, mon ami, dit d'Artagnan, voilà ce que n'aurait jamais pu faire le cardinal, tout homme de génie qu'il est. »« Faut-il en arracher d'autres » demanda Porthos. « Non pas, celui-ci nous suffira. Un homme peut passer maintenant. » Porthos essaya et sortit son torse tout entier.
Oui, dit-il. En effet, c'est une assez jolie ouverture. Maintenant, passez votre bras. Par où? Par cette ouverture. Pourquoi faire? Vous le saurez tout à l'heure. Passez toujours. Porthos obéit, docile comme un soldat, et passa son bras à travers les barreaux. À merveille, dit d'Artagnan. Il paraît que cela marche? Sur des roulettes, cher ami. Bon, maintenant que faut-il que je fasse? Rien. C'est donc fini? Pas encore. Je voudrais cependant bien comprendre, dit Porthos. Écoutez, mon cher ami, et en 2 mots, vous serez au fait. La porte du poste s'ouvre, comme vous voyez. Oui, je vois. On va envoyer dans notre cour, que traverse monsieur de Mazarin pour se rendre à l'orangerie, les 2 gardes qui l'accompagnent. Les voilà qui sortent. Pourvu qu'ils referment la porte du poste. Bon, ils la referment. Après, silence, ils pourraient nous entendre. Je ne saurais rien, alors. Si fait, car à mesure que vous exécuterez, vous comprendrez. Cependant, j'aurais préféré... Vous aurez le plaisir de la surprise. Tiens, c'est vrai, dit Porthos. Chut! Porthos demeura muet et immobile. En effet, les 2 soldats s'avançaient du côté de la fenêtre, en se frottant les mains, car on était, comme nous l'avons dit, au mois de février, et il faisait froid. En ce moment, la porte du corps de garde s'ouvrait, et l'on rappela un des soldats. Le soldat quitta son camarade et rentra dans le corps de garde. « Cela va donc toujours ?» dit Porthos. « Mieux que jamais, » répondit d'Artagnan. « Maintenant, écoutez. Je vais appeler ce soldat et causer avec lui, comme j'ai fait hier avec un de ses camarades. Vous rappelez-vous ? Oui, seulement je n'ai pas entendu un mot de ce qu'il disait. Le fait est qu'il avait un accent un peu prononcé, mais ne perdez pas un mot de ce que je vais vous dire. Tout est dans l'exécution, Porthos. Bon, l'exécution, c'est mon fort. Je le sais, pardieu bien. Aussi, je compte sur vous. Dites. Je vais donc appeler le soldat et causer avec lui. Vous l'avez déjà dit. Je me tournerai à gauche, de sorte qu'il sera placé, lui, à votre droite, au moment où il montera sur le banc. Mais s'il n'y monte pas, il y montera, soyez tranquille. Au moment où il montera sur le banc, vous allongerez votre bras formidable et le saisirez au cou. Puis, l'enlevant comme Tobie enleva le poisson par les ouïes, vous l'introduirez dans notre chambre, en ayant soin de serrer assez fort pour l'empêcher de crier. Oui, dit Porthos, mais si je l'étrangle? D'abord, ce ne sera qu'un Suisse de moins, mais vous ne l'étranglerez pas, je l'espère. Vous le déposerez tout doucement ici, et nous le bâillonnerons, et l'attacherons, peu importe où, quelque part enfin. Cela nous fera d'abord un habit d'uniforme et une épée. Merveilleux, dit Porthos en regardant d'Artagnan avec la plus profonde admiration. Hein, fit le Gascon. Oui, reprit Porthos en se ravisant, mais un habit d'uniforme et une épée, ce n'est pas assez pour 2. Eh bien, est-ce qu'il n'a pas son camarade? C'est juste, dit Porthos. Donc, quand je tousserai, allongez le bras, il sera temps. Bon. Les 2 amis prirent chacun le poste indiqué. Placé comme il était, Porthos se trouvait entièrement caché dans l'angle de la fenêtre. « Bonsoir, camarade !» dit d'Artagnan de sa voix la plus charmante et de son diapason le plus modéré. « Bonsoir, bon sire, » répondit le soldat. « Il ne fait pas trop chaud à se promener, » dit d'Artagnan. « Brouh, » fit le soldat. « Et je crois qu'un verre de vin ne vous serait pas désagréable ? Un fer de vin, il serait le bienvenu. » « Le poisson mort, murmura d'Artagnan à Porthos. « Je comprends, » dit Porthos. « J'en ai là une bouteille, » dit d'Artagnan. « Une bouteille ? Oui, une bouteille pleine ? Tout entière, et elle est à vous si vous voulez la boire à ma santé. Et moi vouloir bien, dit le soldat en s'approchant. Allons, venez la prendre, mon ami, dit le Gascon. Bien volontiers. J'y crois qu'il y a un pan. Oh, mon Dieu, on dirait qu'il a été placé exprès là.
Montez dessus. Là, bien, c'est cela, mon ami. » Et D'Artagnan toussa. Au même moment, le bras de Porthos s'abattit. Son poignet d'acier mordit, rapide comme l'éclair et ferme comme une tenaille, le cou du soldat, l'enleva en l'étouffant, l'attira à lui par l'ouverture au risque de l'écorcher en passant, et le déposa sur le parquet, où D'Artagnan, en lui laissant tout juste le temps de reprendre sa respiration, le bâillonna avec son écharpe, et, aussitôt bâillonné, se mit à le déshabiller avec la promptitude et la dextérité d'un homme qui a appris son métier sur le champ de bataille. Puis le soldat, garrotté et bâillonné, fut porté dans l'âtre, dont nos amis avaient préalablement éteint la flamme. « Voici toujours une épée et un habit, » dit Porthos. « Je les prends, » dit D'Artagnan. « Si vous voulez un autre habit et une autre épée, il faut recommencer le tour. Attention, je vois justement l'autre soldat qui sort du corps de garde et qui vient de ce côté. »« Je crois, » dit Porthos, « qu'il serait imprudent de recommencer pareille manœuvre. On ne réussit pas deux fois à ce qu'on assure par le même moyen. Si je le manquais, tout serait perdu. Je vais descendre, le saisir au moment où il ne se défiera pas, et je vous l'offrirai tout bâillonné. »« C'est mieux, » répondit le Gascon. « Tenez-vous prêt, » dit Porthos en se laissant glisser par l'ouverture. La chose s'effectua comme Porthos l'avait promis. Le géant se cacha sur son chemin, et, lorsque le soldat passa devant lui, il le saisit au cou, le bâillonna, le poussa pareil à une momie à travers les barreaux élargis de la fenêtre, et rentra derrière lui. On déshabilla le second prisonnier comme on avait déshabillé l'autre. On le coucha sur le lit, on l'assujettit avec des sangles. Et, comme le lit était de chêne massif et que les sangles étaient doublées, on fut non moins tranquille sur celui-là que sur le premier. « Là, » dit D'Artagnan, « voici qui va à merveille. Maintenant, essayez-moi l'habit de ce gaillard-là, Porthos. Je doute qu'il vous aille, mais s'il vous est par trop étroit, ne vous inquiétez point, le baudrier vous suffira, et surtout le chapeau à plumes rouges. » Il se trouva par hasard que le second était un Suisse gigantesque, de sorte qu'à l'exception de quelques points qui craquèrent dans les coutures, tout alla le mieux du monde. Pendant quelque temps, on n'entendit que le froissement du drap, Porthos et D'Artagnan s'habillant à la hâte. « C'est fait, » dirent-ils en même temps. « Quant à vous, compagnons, » ajoutèrent-ils en se retournant vers les deux soldats, « il ne vous arrivera rien si vous êtes bien gentils. Mais si vous bougez, vous êtes morts. » Les soldats se tinrent coi. Ils avaient compris au poignet de Porthos que la chose était des plus sérieuses et qu'il n'était pas le moins du monde question de plaisanter. « Maintenant, » dit D'Artagnan, « vous ne seriez pas fâché de comprendre, n'est-ce pas, Porthos ? » ?»« Mais oui, pas mal. »« Eh bien, nous descendons dans la cour. »« Oui, nous prenons la place de ces deux gaillards-là. »« Bien. Nous nous promenons de long en large. »« Et ce sera bien vu, attendu qu'il ne fait pas chaud. » Dans un instant, le valet de chambre appelle comme hier et avant-hier le service. Nous répondons ? Non, nous ne répondons pas, au contraire. Comme vous voudrez, je ne tiens pas à répondre. Nous ne répondons donc pas. Nous enfonçons seulement notre chapeau sur notre tête et nous escortons son éminence. Où cela ? Où elle va ? Chez Athos. Croyez-vous qu'il sera fâché de nous voir ? Oh ! S'écria Porthos. Oh ! Je comprends. Attendez pour vous écrier, Porthos, car, sur ma parole, vous n'êtes pas au bout, dit le Gascon tout goguenard. Que va-t-il donc arriver ? Dit Porthos. Suivez-moi, répondit D'Artagnan. Qui vivra verra. Et passant par l'ouverture, il se laissa légèrement glisser dans la cour. Porthos le suivit par le même chemin, quoique avec plus de peine et moins de diligence. On entendait frissonner de peur les deux soldats liés dans la chambre. À peine D'Artagnan et Porthos eurent-ils touché terre qu'une porte s'ouvrit et que la voix du valet de chambre cria « Le service !» En même temps, le poste s'ouvrit à son tour et une voix cria « La Bruyère et du Bartois, partez !»« Il paraît que je m'appelle La Bruyère, » dit D'Artagnan. « Et moi, du Bartois, » dit Porthos.
Où êtes-vous? Demanda le valet de chambre, dont les yeux éblouis par la lumière ne pouvaient sans doute distinguer nos deux héros dans l'obscurité. Nous voici, dit d'Artagnan. Puis, se tournant vers Porthos. Que dites-vous de cela, monsieur du Vallon? Ma foi, pourvu que cela dure. Je dis que c'est joli. Les deux soldats improvisés marchèrent gravement derrière le valet de chambre. Il leur ouvrit une porte du vestibule, puis une autre qui semblait être celle d'un salon d'attente, et leur montrant deux tabourets. La consigne est bien simple, leur dit-il. Ne laissez entrer qu'une personne ici. Une seule, entendez-vous bien? Pas davantage. À cette personne, obéissez en tout. Quant au retour, il n'y a pas à vous tromper. Vous attendrez que je vous relève. D'Artagnan était fort connu de ce valet de chambre, qui n'était autre que Bernoin, qui, depuis 6 ou 8 mois, l'avait introduit une dizaine de fois près du cardinal. Il se contenta donc, au lieu de répondre, de grommeler le « ya » le moins gascon et le plus allemand possible. Quant à Porthos, d'Artagnan avait exigé et obtenu de lui la promesse qu'en aucun cas il ne parlerait. S'il était poussé à bout, il lui était permis de proférer pour toute réponse le tartaifle proverbial et solennel. Bernoin s'éloigna en fermant la porte. « Oh, oh » dit Porthos en entendant la clef de la serrure. « Il paraît qu'ici, c'est de mode d'enfermer les gens. Nous n'avons fait, ce me semble, que de troquer de prison. Seulement, au lieu d'être prisonniers là-bas, nous le sommes dans l'orangerie. Je ne sais pas si nous y avons gagné. »« Porthos, mon ami, dit tout bas d'Artagnan, ne doutez pas de la providence, et laissez-moi méditer et réfléchir. »« Méditez et réfléchissez donc, dit Porthos, de mauvaise humeur, en voyant que les choses tournaient ainsi au lieu de tourner autrement. »« Nous avons marché 80 pas, murmura d'Artagnan. Nous avons monté 6 marches. C'est donc ici, comme l'a dit tout à l'heure mon illustre ami du Vallon. Cet autre pavillon parallèle au nôtre et qu'on désigne sous le nom de pavillon de l'orangerie. Le comte de la Fère ne doit pas être loin. Seulement, les portes sont fermées. « Voilà une belle difficulté, dit Porthos, et avec un coup d'épaule. »« Pour Dieu, Porthos, mon ami, dit d'Artagnan, ménagez vos tours de force, ou ils n'auront plus, dans l'occasion, toute la valeur qu'ils méritent. N'avez-vous pas entendu qu'il va venir ici quelqu'un? » ?»« Si fait. »« Eh bien, ce quelqu'un nous ouvrira les portes. »« Mais, mon cher, dit Porthos, si ce quelqu'un nous reconnaît, si ce quelqu'un en nous reconnaissant se met à crier, nous sommes perdus, car enfin, vous n'avez pas le dessein, j'imagine, de me faire assommer ou étrangler cet homme d'église. Ces manières-là sont bonnes envers les Anglais et les Allemands. »« Oh, Dieu m'en préserve, et vous aussi, dit d'Artagnan. Le jeune roi nous en aurait peut-être quelque reconnaissance, mais la reine ne nous le pardonnerait pas, et c'est elle qu'il faut ménager. Puis, d'ailleurs, du sang inutile. Jamais, au grand jamais. J'ai mon plan. Laissez-moi donc faire, et nous allons rire. »« Tant mieux, dit Porthos, j'en éprouve le besoin. »« Chut, dit d'Artagnan, voici le quelqu'un annoncé. » On entendit alors dans la salle précédente, c'est-à-dire dans le vestibule, le retentissement d'un pas léger. Les gonds de la porte crièrent, et un homme parut en habit de cavalier, enveloppé d'un manteau brun, un large feutre rabattu sur ses yeux et une lanterne à la main. Porthos s'effaça contre la muraille, mais il ne put tellement se rendre invisible que l'homme au manteau ne l'aperçut. Il lui présenta sa lanterne et lui dit « Allumez la lampe du plafond. » Puis, s'adressant à d'Artagnan, « Vous connaissez la consigne, dit-il. »« Ya, répliqua le Gascon, déterminé à se borner à cet échantillon de la langue allemande. Tedesco, fit le cavalier, va bene. Et s'avançant vers la porte située en face de celle par laquelle il était entré, il l'ouvrit et disparut derrière elle en la refermant. Et maintenant, dit Porthos, que ferons-nous? Maintenant, nous nous servirons de votre épaule si cette porte est fermée, ami Porthos.
Chaque chose en son temps, et tout vient à propos à qui sait attendre. Mais d'abord, barricadons la première porte d'une façon convenable. Ensuite, nous suivrons le cavalier. Les deux amis se mirent aussitôt à la besogne et embarrassèrent la porte de tous les meubles qui se trouvèrent dans la salle. Embarras qui rendait le passage d'autant plus impraticable que la porte s'ouvrait en dedans. « Là, dit d'Artagnan, nous voilà sûrs de ne pas être surpris par derrière. Allons, en avant. » Chapitre 92. Les oubliettes de Monsieur de Mazarin. On arriva à la porte par laquelle avait disparu Mazarin. Elle était fermée. D'Artagnan tenta inutilement de l'ouvrir. « Voilà où il s'agit de placer votre coup d'épaule, dit d'Artagnan. Poussez, ami Porthos, mais doucement, sans bruit. N'enfoncez rien. Disjoignez les battants, voilà tout. » Porthos appuya sa robuste épaule contre un des panneaux, qui plia, et d'Artagnan introduisit alors la pointe de son épée entre le pêne et la gâche de la serrure. Le pêne, taillé en biseau, céda, et la porte s'ouvrit. Quand je vous disais, ami Porthos, qu'on obtenait tout des femmes et des portes en les prenant par la douceur. Le fait est, dit Porthos, que vous êtes un grand moraliste. Entrons, dit d'Artagnan. Ils entrèrent. Derrière un vitrage, à la lueur de la lanterne du cardinal, posée à terre au milieu de la galerie, on voyait les orangers et les grenadiers du château de Rueil, alignés en longues files, formant une grande allée et deux allées latérales plus petites. « Pas de cardinal, dit d'Artagnan, mais sa lampe seule. Où diable est-il donc ?» Et comme il explorait une des ailes latérales, après avoir fait signe à Porthos d'explorer l'autre, il vit tout à coup à sa gauche une caisse écartée de son rang et, à la place de cette caisse, un trou béant. 10 hommes eussent eu de la peine à faire mouvoir cette caisse, mais, par un mécanisme quelconque, elle avait tourné avec la dalle qui la supportait. D'Artagnan, comme nous l'avons dit, vit un trou à cette place, et, dans ce trou, les degrés de l'escalier tournant. Il appela Porthos de la main et lui montra le trou et les degrés. Les deux hommes se regardèrent avec une mine effarée. « Si nous ne voulions que de l'or, dit tout bas d'Artagnan, nous aurions trouvé notre affaire et nous serions riches à tout jamais. » « Comment cela ? Ne comprenez-vous pas, Porthos, qu'au bas de cet escalier est, selon toute probabilité, ce fameux trésor du cardinal, dont on parle tant et que nous n'aurions qu'à descendre, vider une caisse, enfermer dedans le cardinal à double tour, nous en aller en emportant ce que nous pourrions traîner d'or, remettre à sa place cet oranger, et que personne au monde ne viendrait nous demander d'où nous vient notre fortune, pas même le cardinal. » « Ce serait un beau coup pour des manants, dit Porthos, mais indigne, ce me semble, de deux gentilshommes. »« C'est mon avis, dit d'Artagnan. Aussi ai-je dit, si nous ne voulions que de l'or. Mais nous voulons autre chose. » Au même instant, et comme d'Artagnan penchait la tête vers le caveau pour écouter, un son métallique et sec, comme celui d'un sac d'or qu'on remue, vint frapper son oreille. Il tressaillit. Aussitôt une porte se referma et les premiers reflets d'une lumière parurent dans l'escalier. Mazarin avait laissé sa lampe dans l'orangerie pour faire croire qu'il se promenait, mais il avait une bougie de cire pour explorer son mystérieux coffre-fort. « Eh !» dit-il en italien tandis qu'il remontait les marches en examinant un sac de réaux à la panse arrondie. « Eh ! Voilà de quoi payer 5 conseillers au Parlement et 2 généraux de Paris. Moi aussi, je suis un grand capitaine. Seulement, je fais la guerre à ma façon. » D'Artagnan et Porthos s'étaient tapis chacun dans une allée latérale, derrière une caisse, et attendaient. Mazarin vint, à 3 pas de d'Artagnan, pousser un ressort caché dans le mur. La dalle tourna, et l'oranger supporté par elle revint de lui-même prendre sa place. Alors le cardinal éteignit sa bougie, qu'il remit dans sa poche, et, reprenant sa lampe, « Allons voir monsieur de la Fère, dit-il. »« Bon, c'est notre chemin, pensa d'Artagnan. Nous irons ensemble. »
Tous trois se mirent en marche, M. de Mazarin suivant l'allée du milieu et Porthos et d'Artagnan les allées parallèles. Ces deux derniers évitaient avec soin ces longues lignes lumineuses que traçait à chaque pas entre les caisses la lampe du cardinal. Celui-ci arriva à une seconde porte vitrée sans s'être aperçu qu'il était suivi, le sable mou amortissant le bruit des pas de ses deux accompagnateurs. Puis il tourna sur la gauche, prit un corridor auquel Porthos et d'Artagnan n'avaient pas encore fait attention. Mais au moment d'en ouvrir la porte, il s'arrêta, pensif. « Ah, diavolo !» dit-il. « J'oubliais la recommandation de Comminges. Il me faut prendre les soldats et les placer à cette porte, afin de ne pas me mettre à la merci de ce diable à quatre. Allons. » Et, avec un mouvement d'impatience, il se retourna pour revenir sur ses pas. « Ne vous donnez pas la peine, monseigneur, » dit d'Artagnan, le pied en avant, le feutre à la main et la figure gracieuse. « Nous avons suivi votre éminence pas à pas, et nous voici. »« Oui, nous voici, » dit Porthos. Et il fit le même geste d'agréable salutation. Mazarin porta ses yeux effarés de l'un à l'autre, les reconnut tous deux et laissa échapper sa lanterne en poussant un gémissement d'épouvante. D'Artagnan la ramassa. Par bonheur, elle ne s'était pas éteinte dans la chute. « Oh, quelle imprudence, monseigneur !» dit d'Artagnan. « Il ne fait pas bon à aller ici sans lumière. Votre éminence pourrait se cogner contre quelque caisse ou tomber dans quelque trou. »« Monsieur d'Artagnan !» murmura Mazarin, qui ne pouvait revenir de son étonnement. « Oui, monseigneur, moi-même, et j'ai l'honneur de vous présenter monsieur du Vallon, cet excellent ami à moi, auquel votre éminence a eu la bonté de s'intéresser si vivement autrefois. » Et d'Artagnan dirigea la lumière de la lampe vers le visage joyeux de Porthos, qui commençait à comprendre et qui en était tout fier. « Vous alliez chez monsieur de la Fère, » continua d'Artagnan. « Que nous ne vous gênions pas, monseigneur. Veuillez nous montrer le chemin, et nous vous suivrons. » Mazarin reprenait peu à peu ses esprits. « Y a-t-il longtemps que vous êtes dans l'orangerie, messieurs ?» demanda-t-il d'une voix tremblante en songeant à la visite qu'il venait de faire à son trésor. Porthos ouvrit la bouche pour répondre. D'Artagnan lui fit un signe, et la bouche de Porthos, demeurée muette, se referma graduellement. « Nous arrivons à l'instant même, monseigneur, » dit d'Artagnan. Mazarin respira. Il ne craignait plus pour son trésor. Il ne craignait que pour lui-même. Une espèce de sourire passa sur ses lèvres. « Allons, » dit-il. « Vous m'avez pris au piège, messieurs, et je me déclare vaincu. Vous voulez me demander votre liberté, n'est-ce pas? Je vous la donne. »« Oh, monseigneur, » dit d'Artagnan, « vous êtes bien bon, mais notre liberté, nous l'avons, et nous aimerions autant vous demander autre chose. »« Vous avez votre liberté, » dit Mazarin, tout effrayé. « Sans doute, et c'est au contraire vous, monseigneur, qui avez perdu la vôtre, et maintenant, que voulez-vous, monseigneur, c'est la loi de la guerre, il s'agit de la racheter. » Mazarin se sentit frissonner jusqu'au fond du cœur. Son regard si perçant se fixa en vain sur la face moqueuse du Gascon et sur le visage impassible de Porthos. Tous deux étaient cachés dans l'ombre, et la sibylle de Cumes, elle-même, n'aurait pas su y lire. « Racheter ma liberté » répéta Mazarin. « Oui, monseigneur. »« Et combien cela me coûtera-t-il, monsieur d'Artagnan ?»« Dame, monseigneur. »« Je ne sais pas encore. Nous allons demander cela au comte de la Fère, si votre éminence veut bien le permettre. Que votre éminence daigne donc ouvrir la porte qui mène chez lui, et dans 10 minutes, elle sera fixée. » Mazarin tressaillit. « Monseigneur, » dit d'Artagnan, « votre éminence voit combien nous y mettons de forme, mais cependant nous sommes obligés de la prévenir que nous n'avons pas de temps à perdre. Ouvrez donc, monseigneur, s'il vous plaît, et veuillez vous souvenir, une fois pour toutes, qu'au moindre mouvement que vous feriez pour fuir, au moindre cri que vous pousseriez pour échapper, notre position étant toute exceptionnelle, il ne faudrait pas nous en vouloir si nous nous portions à quelque extrémité. « Soyez tranquilles, messieurs, » dit Mazarin, «
Je ne tenterai rien. Je vous en donne ma parole d'honneur. » D'Artagnan fit un signe à Porthos de redoubler de surveillance, puis, se retournant vers Mazarin, « Maintenant, monseigneur, entrons, s'il vous plaît. » Chapitre 93. Conférence. Mazarin fit jouer le verrou d'une double porte, sur le seuil de laquelle se trouva Athos, tout prêt à recevoir son illustre visiteur, selon l'avis que Comminges lui avait donné. En apercevant Mazarin, il s'inclina. « Votre Éminence, dit-il, pouvait se dispenser de se faire accompagner. L'honneur que je reçois est trop grand pour que je l'oublie. »« Aussi, mon cher comte, dit d'Artagnan, son Éminence ne voulait-elle pas absolument de nous? C'est Duvalon et moi qui avons insisté, d'une façon inconvenante peut-être, tant nous avions grand désir de vous voir. » À cette voix, à son accent railleur, à ce geste si connu qui accompagnait cet accent et cette voix, Athos fit un bond de surprise. « D'Artagnan, Porthos !» s'écria-t-il. « En personne, cher ami. »« En personne, » répéta Porthos. « Que veut dire ceci ?» demanda le comte. « Ceci veut dire, » répondit Mazarin, en essayant, comme il l'avait déjà fait, de sourire, et en se mordant les lèvres en souriant. « Cela veut dire que les rôles ont changé, et qu'au lieu que ces messieurs soient mes prisonniers, c'est moi qui suis le prisonnier de ces messieurs, si bien que vous me voyez forcé de recevoir ici la loi au lieu de la faire. Mais, messieurs, je vous en préviens, à moins que vous ne m'égorgiez, votre victoire sera de peu de durée. J'aurai mon tour. On viendra. »« Ah, monseigneur, dit d'Artagnan, ne menacez point. C'est d'un mauvais exemple. Nous sommes si doux et si charmants avec votre Éminence. Voyons, mettons de côté toute mauvaise humeur, écartons toute rancune et causons gentiment. »« Je ne demande pas mieux, messieurs, dit Mazarin, mais au moment de discuter ma rançon, je ne veux pas que vous teniez votre position pour meilleure qu'elle n'est. En me prenant au piège, vous vous êtes pris avec moi. Comment sortirez-vous d'ici? Voyez les grilles, voyez les portes, voyez, ou plutôt devinez les sentinelles qui veillent derrière ces portes et ces grilles, les soldats qui encombrent ces cours, et composons. Tenez, je vais vous montrer que je suis loyal. » Bon, pensa d'Artagnan, tenons-nous bien, il va nous jouer un tour. « Je vous offrais votre liberté, continua le ministre. Je vous l'offre encore. En voulez-vous? Avant 1 heure, vous serez découvert, arrêté, forcé de me tuer, ce qui serait un crime horrible et tout à fait indigne de loyaux gentilshommes comme vous. » Il a raison, pensa Athos. Et comme toute raison qui passait dans cette âme qui n'avait que de nobles pensées, sa pensée se refléta dans ses yeux. « Aussi, dit d'Artagnan, pour corriger l'espoir que l'adhésion tacite d'Athos avait donné à Mazarin, ne nous porterons-nous à cette violence qu'à la dernière extrémité. Si au contraire, continua Mazarin, vous me laissez aller en acceptant votre liberté. »« Comment ? Interrompit d'Artagnan. Voulez-vous que nous acceptions notre liberté, puisque vous pouvez nous la reprendre? Vous le dites vous-même, 5 minutes après nous l'avoir donnée. Et, ajouta d'Artagnan, tel que je vous connais, monseigneur, vous nous la reprendriez. Non, foi de cardinal, vous ne me croyez pas? Monseigneur, je ne crois pas aux cardinaux qui ne sont pas de prêtres. Eh bien, foi de ministre. Vous ne l'êtes plus, monseigneur. Vous êtes prisonnier. Alors, foi de Mazarin. Je le suis, et le serai toujours, je l'espère. Fit d'Artagnan. J'ai entendu parler d'un Mazarin qui avait peu de religion pour ses serments, et j'ai peur que ce ne soit un des ancêtres de votre Éminence. Monsieur d'Artagnan, dit Mazarin, vous avez beaucoup d'esprit, et je suis tout à fait fâché de m'être brouillé avec vous. Monseigneur,
raccommodons-nous, je ne demande pas mieux. Eh bien, dit Mazarin, si je vous mets en sûreté d'une façon évidente, palpable. Ah, c'est autre chose, dit Porthos. Voyons, dit Athos. Voyons, dit d'Artagnan. D'abord, acceptez-vous, demanda le cardinal. Expliquez-nous votre plan, monseigneur, et nous verrons. Faites attention que vous êtes enfermé, prie. Vous savez bien, monseigneur, dit d'Artagnan, qu'il nous reste toujours une dernière ressource. Laquelle? Celle de mourir ensemble. Mazarin frissonna. Tenez, dit-il, au bout du corridor est une porte dont j'ai la clé. Cette porte donne dans le parc. Partez avec cette clé. Vous êtes alerte, vous êtes vigoureux, vous êtes armé. À 100 pas, en tournant à gauche, vous rencontrerez le mur du parc. Vous le franchirez, et en 3 bonds, vous serez sur la route et libre. Maintenant, je vous connais assez pour savoir que si l'on vous attaque, ce ne sera point un obstacle à votre fuite. Ah, pardieu, monseigneur, dit d'Artagnan. À la bonne heure, voilà qui est parlé. Où est cette clé que vous voulez bien nous offrir? La voici. Ah, monseigneur, dit d'Artagnan, vous nous conduirez bien vous-même jusqu'à cette porte? Très volontiers, dit le ministre, s'il vous faut cela pour vous tranquilliser. Mazarin, qui n'espérait pas en être quitte à si bon marché, se dirigea tour à Dieu vers le corridor et ouvrit la porte. Elle donnait bien sur le parc, et les 3 fugitifs s'en aperçurent au vent de la nuit qui s'engouffra dans le corridor et leur fit voler la neige au visage. « Diable, diable !» dit d'Artagnan. « Il fait une nuit horrible, monseigneur. Nous ne connaissons pas les localités, et jamais nous ne trouverons notre chemin. Puisque votre éminence a tant fait que de venir jusqu'ici, quelques pas encore, monseigneur, conduisez-nous au mur. »« Soit, » dit le cardinal. Et, coupant en ligne droite, il marcha d'un pas rapide vers le mur, au pied duquel tous 4 furent en un instant. « Êtes-vous contents, messieurs ?» demanda Mazarin. « Je crois bien. Nous serions difficiles. Peste, quel honneur ! 3 pauvres gentilshommes escortés par un prince de l'Église. Ah, à propos, monseigneur, vous disiez tout à l'heure que nous étions braves, alertes et armés? Oui. Vous vous trompez. Il n'y a d'armés que monsieur du Vallon et moi. Monsieur le comte ne l'est pas. Et si nous étions rencontrés par quelque patrouille, il faut que nous puissions nous défendre. C'est trop juste. Mais où trouverons-nous une épée? Demanda Porthos. Monseigneur, dit d'Artagnan, prêtera au comte la sienne qui lui est inutile. Bien volontiers, dit le cardinal. Je prierai même monsieur le comte de vouloir bien la garder en souvenir de moi. J'espère que voilà qui est galant, comte, dit d'Artagnan. Aussi, répondit Athos, je promets à monseigneur de ne jamais m'en séparer. Bien, dit d'Artagnan, échange de procédés, comme c'est touchant. N'en avez-vous point les larmes aux yeux, Porthos? Oui, dit Porthos, mais je ne sais si c'est cela ou si c'est le vent qui me fait pleurer. Je crois que c'est le vent. Maintenant, montez, Athos, fit d'Artagnan, et faites vite. Athos, aidé de Porthos, qui l'enleva comme une plume, arriva sur le perron. Maintenant, sautez, Athos. Athos sauta et disparut de l'autre côté du mur. Êtes-vous à terre? Demanda d'Artagnan. Oui, sans accident, parfaitement sain et sauf. Porthos, observez monsieur le cardinal tandis que je vais monter. Non, je n'ai pas besoin de vous, je monterai bien tout seul. Observez monsieur le cardinal, voilà tout. J'observe, dit Porthos. Eh bien? Vous avez raison, c'est plus difficile que je ne croyais. Prêtez-moi votre dos, mais sans lâcher monsieur le cardinal. Je ne le lâche pas. Porthos prêta son dos à d'Artagnan, qui, en un instant, grâce à cet appui, fut à cheval sur le couronnement du mur. Mazarin affectait de rire. « Y êtes-vous » demanda Porthos. « Oui, mon ami. Et maintenant ?»« Maintenant quoi ?»« Maintenant,
Passez-moi monsieur le cardinal, et au moindre cri qu'il poussera, étouffez-le. » Mazarin voulut s'écrier, mais Porthos l'étreignit de ses 2 mains et l'éleva jusqu'à d'Artagnan, qui, à son tour, le saisit au collet et l'assit près de lui. Puis, d'un ton menaçant: « Monsieur, sautez à l'instant même en bas, près de monsieur de la Fère, ou je vous tue. Foi de gentilhomme. » « Montsou, Montsou !» s'écria Mazarin, « vous manquez à la foi promise. »« Moi ? Où vous ai-je promis quelque chose, monseigneur ?» Mazarin poussa un gémissement. « Vous êtes libre, par moi, monsieur, dit-il. Votre liberté, c'était ma rançon. »« D'accord, mais la rançon de cet immense trésor enfoui dans la galerie, et près duquel on descend en poussant un ressort caché dans la muraille, lequel fait tourner une caisse qui, en tournant, découvre un escalier, ne faut-il pas aussi en parler un peu, dites, monseigneur ?»« Jésus !» dit Mazarin, presque suffoqué et en joignant les mains. « Jésus, mon Dieu, je suis un homme perdu !» Mais, sans s'arrêter à ses plaintes, d'Artagnan le prit par-dessous le bras et le fit glisser doucement aux mains d'Athos, qui était demeuré impassible au bas de la muraille. Alors, se retournant vers Porthos: « Prenez ma main, dit d'Artagnan, je me tiens au mur. » Porthos fit un effort qui ébranla la muraille, et à son tour il arriva au sommet. « Je n'avais pas compris tout à fait, dit-il, mais je comprends maintenant. C'est très drôle. »« Trouvez-vous ? dit d'Artagnan. « Tant mieux. Mais pour que ce soit drôle jusqu'au bout, ne perdons pas de temps. » Et il sauta au bas du mur. Porthos en fit autant. « Accompagnez monsieur le cardinal, messieurs, dit d'Artagnan. Moi, je sonde le terrain. » Le Gascon tira son épée et marcha à l'avant-garde. « Monseigneur, dit-il, par où faut-il tourner pour gagner la grande route ? Réfléchissez bien avant de répondre, car si votre éminence se trompait, cela pourrait avoir de graves inconvénients. Non seulement pour nous, mais encore pour elle. »« Longez le mur, monsieur, dit Mazarin, et vous ne risquez pas de vous perdre. » Les 3 amis doublèrent le pas, mais au bout de quelques instants, ils furent obligés de ralentir leur marche. Quoiqu'il y mît toute la bonne volonté possible, le cardinal ne pouvait les suivre. Tout à coup, d'Artagnan se heurta à quelque chose de tiède qui fit un mouvement. « Tiens, un cheval, dit-il. Je viens de trouver un cheval, messieurs. »« Et moi aussi, dit Athos. »« Et moi aussi, dit Porthos, qui, fidèle à la consigne, tenait toujours le cardinal par le bras. « Voilà qui s'appelle de la chance, monseigneur, dit d'Artagnan, juste au moment où votre éminence se plaignait d'être obligé d'aller à pied. » Mais au moment où il prononçait ces mots, un canon de pistolet s'abaissa sur sa poitrine. Il entendit ces mots prononcés gravement. « Touchez pas !»« Grimaud !» s'écria-t-il. « Grimaud, que fais-tu là ? Est-ce le ciel qui t'envoie ?»« Non, monsieur, dit l'honnête domestique. C'est monsieur Aramis qui m'a dit de garder les chevaux. »« Aramis est donc ici ? » ?»« Oui, monsieur, depuis hier. »« Et que faites-vous ? » ?»« Nous guettons. »« Quoi ? Aramis est ici ? » répéta Athos. « À la petite porte du château. C'était là son poste. »« Vous êtes donc nombreux ? » ?»« Nous sommes 60. »« Fais-le prévenir. »« À l'instant même, monsieur. » Et pensant que personne ne ferait mieux la commission que lui, Grimaud partit à toutes jambes, tandis que, venant d'être enfin réunis, les 3 amis attendaient. Il n'y avait dans tout le groupe que M. de Mazarin qui fut de fort mauvaise humeur. Chapitre 94, où l'on commence à croire que Porthos sera enfin baron et d'Artagnan capitaine. Au bout de 10 minutes, Aramis arriva accompagné de Grimaud et de 8 ou 10 gentilshommes. Il était tout radieux et se jeta au cou de ses amis. « Vous êtes donc libres, frères, libres sans mon aide. Je n'aurais donc rien pu faire pour vous, malgré tous mes efforts. Ne vous désolez pas, cher ami. Ce qui est différé n'est pas perdu. Si vous n'avez pas pu faire, vous ferez. »« J'avais cependant bien pris mes mesures, dit Aramis. J'ai obtenu 60 hommes de monsieur le coadjuteur.
20 gardent les murs du parc, 20 la route de Rueil à Saint-Germain, 20 sont disséminés dans les bois. J'ai intercepté ainsi, et grâce à ces dispositions stratégiques, 2 courriers de Mazarin à la reine. Mazarin dressa les oreilles. « Mais, dit d'Artagnan, vous les avez honnêtement, je l'espère, renvoyés à monsieur le cardinal. »« Ah oui, dit Aramis, c'est bien avec lui que je me piquerais de semblables délicatesses. Dans l'une de ses dépêches, le cardinal déclare à la reine que les coffres sont vides et que sa majesté n'a plus d'argent. Dans l'autre, il annonce qu'il va faire transporter ses prisonniers à Melun, Rueil ne lui paraissant pas une localité assez sûre. Vous comprenez, cher ami, que cette dernière lettre m'a donné bon espoir. Je me suis embusqué avec mes 60 hommes, j'ai cerné le château, j'ai fait préparer des chevaux de main que j'ai confiés à l'intelligent Grimaud, et j'ai attendu votre sortie. Je n'y comptais guère que pour demain matin, et je n'espérais pas vous délivrer sans escarmouche. Vous êtes libre ce soir, libre sans combat, tant mieux. Comment avez-vous fait pour échapper à ce pleutre de Mazarin? Vous devez avoir eu fort à vous en plaindre. Mais pas trop, dit d'Artagnan. Vraiment? Je dirais même plus. Nous avons eu à nous louer de lui. Impossible. Si fait, en vérité. C'est grâce à lui que nous sommes libres. Grâce à lui? Oui, il nous a fait conduire dans l'orangerie par M. Bernouin, son valet de chambre. Puis de là, nous l'avons suivi jusque chez le comte de la Fère. Alors, il nous a offert de nous rendre notre liberté. Nous avons accepté, et il a poussé la complaisance jusqu'à nous montrer le chemin et nous conduire au mur du parc, que nous venions d'escalader avec le plus grand bonheur quand nous avons rencontré Grimaud. « Ah, bien, dit Aramis, voilà qui me raccommode avec lui, et je voudrais qu'il fût là pour lui dire que je ne le croyais pas capable d'une si belle action. »« Monseigneur, dit d'Artagnan, incapable de se contenir plus longtemps, permettez que je vous présente monsieur le chevalier d'Herblay, qui désire offrir, comme vous avez pu l'entendre, ses félicitations respectueuses à votre éminence. » Et il se retira, démasquant Mazarin, confus, au regard effaré d'Aramis. « Oh, oh !» fit celui-ci. « Le cardinal ? Belle prise ! Oh là, ami, les chevaux, les chevaux !» Quelques cavaliers accoururent. « Pardieu !» dit Aramis, « j'aurais donc été utile à quelque chose. Monseigneur daigne votre éminence recevoir tous mes hommages. Je parie que c'est ce Saint Christophe de Porthos qui a encore fait ce coup-là. À propos, j'oubliais. » Et il donna tout bas un ordre à un cavalier. « Je crois qu'il serait prudent de partir, » dit d'Artagnan. « Oui, mais j'attends quelqu'un. Un ami d'Athos. »« Un ami ?» dit le comte. « Et tenez, le voilà qui arrive au galop à travers les broussailles. »« Monsieur le comte ! Monsieur le comte !» cria une jeune voix qui fit tressaillir Athos. « Raoul, Raoul !» s'écria le comte de la Fère. Un instant, le jeune homme oublia son respect habituel. Il se jeta au cou de son père. « Voyez, monsieur le cardinal, n'eût-ce pas été dommage de séparer des gens qui s'aiment comme nous nous aimons? Messieurs, continua Aramis, en s'adressant aux cavaliers qui se réunissaient plus nombreux à chaque instant, messieurs, entourez son éminence pour lui faire honneur. Elle veut bien nous accorder la faveur de sa compagnie. Vous lui en serez reconnaissant, je l'espère. Porthos, ne perdez pas de vue son éminence. » Et Aramis se réunit à d'Artagnan et à Athos, qui délibéraient, et délibéra avec eux. « Allons, dit d'Artagnan, après 5 minutes de conférence. En route. »« Et où allons-nous » demanda Porthos. « Chez vous, cher ami, à Pierrefonds. Votre beau château est digne d'offrir son hospitalité seigneuriale à son éminence, et puis très bien situé, ni trop près ni trop loin de Paris. On pourra de là établir des communications faciles avec la capitale. Venez, monseigneur, vous serez là comme un prince, que vous êtes. »« Prince déchu, dit piteusement Mazarin. »« La guerre a ses chances, monseigneur, répondit Athos, mais soyez assurés que nous n'en abuserons point. »« Non, mais nous en userons, dit d'Artagnan. » Tout le reste de la nuit, les ravisseurs coururent avec cette rapidité infatigable d'autrefois. Mazarin, sombre et pensif,
se laissait entraîner au milieu de cette course de fantômes. À l'aube, on avait fait 12 lieues d'une seule traite. La moitié de l'escorte était harassée. Quelques chevaux tombèrent. « Les chevaux d'aujourd'hui ne valent pas ceux d'autrefois, » dit Porthos. « Tout dégénère. »« J'ai envoyé Grimaud à Dammartin, » dit Aramis. « Il doit nous ramener 5 chevaux frais, 1 pour son éminence, 4 pour nous. Le principal est que nous ne quittions pas Monseigneur. Le reste de l'escorte nous rejoindra plus tard. Une fois Saint-Denis passé, nous n'avons plus rien à craindre. » Grimaud ramena effectivement 5 chevaux. Le seigneur auquel il s'était adressé, étant un ami de Porthos, s'était empressé non pas de les vendre, comme on le lui avait proposé, mais de les offrir. 10 minutes après, l'escorte s'arrêtait à Ermenonville. Mais les 4 amis couraient avec une ardeur nouvelle, escortant M. de Mazarin. À midi, on entrait dans l'avenue du château de Porthos. « Ah !» fit Mousqueton, qui était placé près de d'Artagnan et qui n'avait pas soufflé un seul mot pendant toute la route. « Ah ! Vous me croyez si vous voulez, monsieur, mais voilà la première fois que je respire depuis mon départ de Pierrefonds. » Et il mit son cheval au galop pour annoncer aux autres serviteurs l'arrivée de M. du Vallon et de ses amis. « Nous sommes 4, dit d'Artagnan à ses amis. « Nous nous relayons pour garder Monseigneur, et chacun de nous veillera 3 heures. Athos va visiter le château, qu'il s'agit de rendre imprenable en cas de siège. Porthos veillera aux approvisionnements, et Aramis aux entrées des garnisons. C'est-à-dire qu'Athos sera ingénieur en chef, Porthos munitionnaire général et Aramis gouverneur de la place. » En attendant, on installa Mazarin dans le plus bel appartement du château. « Messieurs, dit-il, quand cette installation fut faite, vous ne comptez pas, je présume, me garder ici longtemps incognito. »« Non, monseigneur, » répondit d'Artagnan, « et tout au contraire, comptons-nous publier bien vite que nous vous tenons ? Alors, on vous assiégera. » »« Nous y comptons bien. »« Et que ferez-vous ? » ?»« Nous nous défendrons. Si feu monsieur le cardinal de Richelieu vivait encore, il vous raconterait une certaine histoire d'un bastion Saint-Gervais, où nous avons tenu à nous 4, avec nos 4 laquais et 12 morts, contre toute une armée. »« Ces prouesses-là se font une fois, monsieur, et ne se renouvellent pas. Aussi, aujourd'hui, n'aurons-nous pas besoin d'être si héroïques. Demain, l'armée parisienne sera prévenue. Après-demain, elle sera ici. La bataille, au lieu de se livrer à Saint-Denis ou à Charenton, se livrera donc vers Compiègne ou Villers-Cotterêts. Monsieur le prince vous battra, comme il vous a toujours battu. C'est possible, monseigneur, mais avant la bataille, nous ferons filer votre éminence sur un autre château de notre ami du Vallon, et il en a 3 comme celui-ci. Nous ne voulons pas exposer votre éminence au hasard de la guerre. »« Allons, dit Mazarin, je vois qu'il faudra capituler. »« Avant le siège ? Oui, les conditions seront peut-être meilleures. »« Ah, monseigneur, pour ce qui est des conditions, vous verrez comme nous sommes raisonnables. Voyons, quelles sont-elles, vos conditions ? » ?»« Reposez-vous d'abord, monseigneur, et nous allons réfléchir. » »« Je n'ai pas besoin de repos, messieurs. J'ai besoin de savoir si je suis entre des mains amies ou ennemies. »« Amis, monseigneur, amis. » »« Eh bien, alors, dites-moi tout de suite ce que vous voulez, afin que je voie si un arrangement est possible entre nous. Parlez, monsieur le comte de la Fère. »« Monseigneur, dit Athos, je n'ai rien à demander pour moi, et j'aurais trop à demander pour la France. Je me récuse donc, et passe la parole à monsieur le chevalier d'Herblay. » Athos, s'inclinant, fit un pas en arrière et demeura debout, appuyé contre la cheminée, en simple spectateur de la conférence. « Parlez donc, monsieur le chevalier d'Herblay, dit le cardinal. Que désirez-vous ? » ?»« Pas d'ambages, pas d'ambiguïté. Soyez clair, court et précis. »« Moi, monseigneur, je jouerai carte sur table. » »« Abattez donc votre jeu. »« J'ai dans ma poche, dit Aramis, le programme des conditions qu'est venue vous imposer avant-hier à Saint-Germain la députation dont je faisais partie. Respectons d'abord les droits anciens.
Les demandes qui seront portées au programme seront accordées. » « Nous étions presque d'accord sur celle-là, » dit Mazarin. « Passons donc aux conditions particulières. »« Vous croyez donc qu'il y en aura ?» dit en souriant Aramis. « Je crois que vous n'aurez pas tous le même désintéressement que monsieur le comte de la Fère, » dit Mazarin en se retournant vers Athos en le saluant. « Ah, monseigneur, vous avez raison, » dit Aramis, « et je suis heureux de voir que vous rendez enfin justice au comte. Monsieur de la Fère est un esprit supérieur qui plane au-dessus des désirs vulgaires et des passions humaines. C'est une âme antique et fière. Monsieur le comte est un homme à part. Vous avez raison, monseigneur. Nous ne le valons pas, et nous sommes les premiers à le confesser avec vous. » « Aramis, » dit Athos, « raillez-vous ? » « Non, mon cher comte, non. Je dis ce que nous pensons, et ce que pensent tous ceux qui vous connaissent. Mais vous avez raison. Ce n'est pas de vous qu'il s'agit, c'est de monseigneur et de son indigne serviteur, le chevalier d'Herblay. »« Eh bien, que désirez-vous, monsieur, outre les conditions générales sur lesquelles nous reviendrons ? » ?»« Je désire, monseigneur, qu'on donne la Normandie à madame de Longueville, avec l'absolution pleine et entière, et 500 000 livres. Je désire que sa majesté le roi daigne être le parrain du fils dont elle vient d'accoucher. Puis que monseigneur, après avoir assisté au baptême, aille présenter ses hommages à notre Saint-Père le pape. » « C'est-à-dire que vous voulez que je me démette de mes fonctions de ministre, que je quitte la France, que je m'exile. »« Je veux que monseigneur soit pape à la première vacance, me réservant alors de lui demander des indulgences plénières pour moi et mes amis. » Mazarin fit une grimace intraduisible. « Et vous, monsieur ? » demanda-t-il à d'Artagnan. « Moi, monseigneur, » dit le Gascon, « je suis en tout point du même avis que monsieur le chevalier d'Herblay, excepté sur le dernier article, sur lequel je diffère entièrement de lui. Loin de vouloir que monseigneur quitte la France, je veux qu'il demeure Premier ministre, car monseigneur est un grand politique. Je tâcherai même, autant qu'il dépendra de moi, qu'il ait le dé sur la fronde tout entière, mais à la condition qu'il se souviendra quelque peu des fidèles serviteurs du roi, et qu'il donnera la première compagnie de mousquetaires à quelqu'un que je désignerai. Et vous, du Vallon ? » ?»« Oui, à votre tour, monsieur, » dit Mazarin. « Parlez. »« Moi, » dit Porthos, « je voudrais que monsieur le cardinal, pour honorer ma maison qui lui a donné asile, voulût bien, en mémoire de cette aventure, ériger ma terre en baronnie, avec promesse de l'ordre pour un de mes amis à la première promotion que fera sa majesté. » « Vous savez, monsieur, que pour recevoir l'ordre, il faut faire ses preuves. »« Cet ami les fera. D'ailleurs, s'il le fallait absolument, monseigneur lui dirait comment on évite cette formalité. » Mazarin se mordit les lèvres. Le coup était direct, et il reprit assez sèchement. « Tout cela se concilie fort mal, ce me semble, messieurs, car si je satisfais les uns, je mécontente nécessairement les autres. Si je reste à Paris, je ne puis aller à Rome. Si je deviens pape, je ne puis rester ministre, et si je ne suis pas ministre, je ne puis pas faire monsieur d'Artagnan capitaine et monsieur du Vallon baron. »« C'est vrai, » dit Aramis. « Aussi, comme je fais minorité, je retire ma proposition en ce qui est du voyage de Rome et de la démission de monseigneur. »« Je demeure donc ministre ? » dit Mazarin. « Vous demeurez ministre, c'est entendu, monseigneur, » dit d'Artagnan. « La France a besoin de vous. »« Et moi, je me désiste de mes prétentions, » reprit Aramis. « Son éminence restera Premier ministre et même favori de sa majesté, si elle veut m'accorder, à moi et à mes amis, ce que nous demandons pour la France et pour nous. Occupez-vous de vous, messieurs, et laissez la France s'arranger avec moi comme elle l'entendra, » dit Mazarin. « Non pas, reprit Aramis. « Il faut un traité aux frondeurs, et votre éminence voudra bien le rédiger et le signer devant nous, en s'engageant par le même traité à obtenir la ratification de la reine. »« Je ne puis répondre que de moi, » dit Mazarin. « Je ne puis répondre de la reine. Et si sa majesté refuse ? » « Oh, dit d'Artagnan,
Monseigneur sait bien que Sa Majesté n'a rien à lui refuser. Tenez, monseigneur, dit Aramis, voici le traité proposé par la députation des frondeurs. Plaise à votre éminence de le lire et de l'examiner. Je le connais, dit Mazarin. Alors, signez-le donc. Réfléchissez, messieurs, qu'une signature donnée dans les circonstances où nous sommes pourrait être considérée comme arrachée par la violence. Monseigneur sera là pour dire qu'elle a été donnée volontairement. Mais enfin, si je refuse... Alors, monseigneur, dit d'Artagnan, votre éminence ne pourra s'en prendre qu'à elle des conséquences de son refus. Vous oseriez porter la main sur un cardinal? Vous l'avez bien porté, monseigneur, sur des mousquetaires de Sa Majesté. La reine me vengera, messieurs. Je n'en crois rien. Quoique je ne pense pas que la bonne envie lui en manque. Mais nous irons à Paris avec votre éminence, et les Parisiens songeant à nous défendre. Comme on doit être inquiet en ce moment à Rueil et à Saint-Germain, dit Aramis, comme on doit se demander où est le cardinal, ce qu'est devenu le ministre, où est passé le favori. Comme on doit chercher, monseigneur, dans tous les coins et recoins, comme on doit faire des commentaires, et si la Fronde sait la disparition de monseigneur, comme la Fronde doit triompher. C'est affreux, murmura Mazarin. Signez donc le traité, monseigneur, dit Aramis. Mais si je le signe et que la reine refuse de le ratifier? Je me charge d'aller voir Sa Majesté, dit d'Artagnan, et d'obtenir sa signature. Prenez garde, dit Mazarin, de ne pas recevoir à Saint-Germain l'accueil que vous croyez avoir le droit d'attendre. Ah bah, dit d'Artagnan, je m'arrangerai de manière à être le bienvenu. Je sais un moyen. Lequel? Je porterai à Sa Majesté la lettre par laquelle monseigneur lui annonce le complet épuisement des finances. Ensuite, dit Mazarin, pâlissant. Ensuite, quand je verrai Sa Majesté au comble dans l'embarras, je l'amènerai à Rueil, je la ferai entrer dans l'orangerie, et je lui indiquerai certains ressorts qui fait mouvoir une caisse. Assez, monsieur, murmura le cardinal, assez. Où est le traité? Le voici, dit Aramis. Vous voyez que nous sommes généreux, dit d'Artagnan, car nous pouvions faire bien des choses avec un pareil secret. Donc, signez, dit Aramis en lui présentant la plume. Mazarin se leva, se promena quelques instants, plutôt rêveur qu'abattu, puis s'arrêtant tout à coup. Et quand j'aurai signé, messieurs, quelle sera ma garantie? Ma parole d'honneur, monsieur, dit Athos. Mazarin tressaillit, se retourna vers le comte de la Fère, examina un instant ce visage noble et loyal, et prenant la plume. « Cela me suffit, monsieur le comte, dit-il. Et il signa. « Et maintenant, monsieur d'Artagnan, ajouta-t-il, préparez-vous à partir pour Saint-Germain et à porter une lettre de moi à la reine. » Chapitre 95. Comme quoi, avec une plume et une menace, on fait plus vite et mieux qu'avec l'épée et du dévouement. D'Artagnan connaissait sa mythologie. Il savait que l'occasion n'a qu'une touffe de cheveux par laquelle on puisse la saisir, et il n'était pas homme à la laisser passer sans l'arrêter par le toupet. Il organisa un système de voyage prompt et sûr, en envoyant d'avance des chevaux de relais à Chantilly, de façon qu'ils pouvaient être à Paris en 5 ou 6 heures. Mais avant de partir, il réfléchit que, pour un garçon d'esprit et d'expérience, c'était une singulière position que de marcher à l'incertain en laissant le certain derrière soi. En effet, se dit-il au moment de monter à cheval pour remplir sa dangereuse mission, Athos est un héros de roman pour la générosité, Porthos une nature excellente mais facile à influencer, Aramis a un visage hiéroglyphique, c'est-à-dire toujours illisible. Que produiront ces 3 éléments quand je ne serai plus là pour les relier entre eux? La délivrance du cardinal, peut-être? Or, la délivrance du cardinal, c'est la ruine de nos espérances, et nos espérances sont jusqu'à présent l'unique récompense de 20 ans de travaux près desquels ceux d'Hercule sont des œuvres de Pygmée.
il alla trouver Aramis. « Vous êtes, vous, mon cher chevalier d'Herblay, lui dit-il, la fronde incarnée. Méfiez-vous donc d'Athos, qui ne veut faire les affaires de personne, pas même les siennes. Méfiez-vous surtout de Porthos, qui, pour plaire au comte, qu'il regarde comme la divinité sur la terre, l'aidera à faire évader Mazarin, si Mazarin a seulement l'esprit de pleurer ou de faire de la chevalerie. » Aramis sourit de son sourire fin et résolu à la fois. « Ne craignez rien, dit-il. J'ai mes conditions à poser. Je ne travaille pas pour moi, mais pour les autres. Il faut que ma petite ambition aboutisse au profit de qui de droit. » Bon, pensa d'Artagnan, de ce côté, je suis tranquille. Il serra la main d'Aramis et alla trouver Porthos. « Ami, lui dit-il, vous avez tant travaillé avec moi à édifier notre fortune. Jusqu'au moment où nous sommes sur le point de recueillir le fruit de nos travaux, ce serait une duperie ridicule, à vous, que de vous laisser dominer par Aramis, dont vous connaissez la finesse qui, nous pouvons le dire entre nous, n'est pas toujours exempte d'égoïsme, ou par Athos, homme noble et désintéressé, mais aussi homme blasé, qui, ne désirant plus rien pour lui-même, ne comprend pas que les autres aient des désirs. Que diriez-vous si l'un ou l'autre de nos deux amis vous proposait de laisser aller Mazarin? Mais je dirais que nous avons eu trop de mal à le prendre pour le lâcher ainsi. Bravo, Porthos. Et vous auriez raison, mon ami, car avec lui vous lâcheriez votre baronnie, que vous tenez entre vos mains. Sans compter qu'une fois hors d'ici, Mazarin vous ferait pendre. Bon, vous croyez? J'en suis sûr. Alors je tuerais plutôt tout que de le laisser échapper. Et vous auriez raison. Il ne s'agit pas, vous comprenez, quand nous avons cru faire nos affaires, d'avoir fait celles des frondeurs, qui d'ailleurs n'entendent pas les questions politiques comme nous, qui sommes de vieux soldats. N'ayez pas peur, cher ami, dit Porthos. Je vous regarde par la fenêtre monter à cheval, je vous suis des yeux jusqu'à ce que vous ayez disparu, puis je reviens m'installer à la porte du cardinal, à une porte vitrée qui donne dans la chambre. De là, je verrai tout, et au moindre geste suspect, j'extermine. Bravo, pensa d'Artagnan. De ce côté, je crois, le cardinal sera bien gardé. Et il serra la main du seigneur de Pierrefonds et alla trouver Athos. « Mon cher Athos, dit-il, je pars. Il ne me fallait rien moins qu'une telle considération, mon cher d'Artagnan, pour me décider à faire le métier de geôlier. Je vous donne ma parole que vous retrouverez le cardinal où vous le laissez. » Voilà qui me rassure plus que toutes les signatures royales, pensa d'Artagnan. Maintenant que j'ai la parole d'Athos, je puis partir. D'Artagnan partit effectivement seul, sans autre escorte que son épée et avec un simple laissez-passer de Mazarin pour parvenir près de la reine. 6 heures après son départ de Pierrefonds, il était à Saint-Germain. La disparition de Mazarin était encore ignorée. Anne d'Autriche seule la savait et cachait son inquiétude à ses plus intimes. On avait retrouvé dans la chambre de d'Artagnan et de Porthos les 2 soldats garrottés et bâillonnés. On leur avait immédiatement rendu l'usage des membres et de la parole. Mais ils n'avaient rien autre chose à dire que ce qu'ils savaient, c'est-à-dire comme ils avaient été harponnés, liés et dépouillés. Mais de ce qu'avaient fait Porthos et d'Artagnan une fois sortis, par où les soldats étaient entrés, c'est ce dont ils étaient aussi ignorants que tous les habitants du château. Bernouin seul en savait un peu plus que les autres. Bernouin, ne voyant pas revenir son maître et entendant sonner minuit, avait pris sur lui de pénétrer dans l'orangerie. La première porte, barricadée avec les meubles, lui avait déjà donné quelques soupçons. Mais cependant, il n'avait voulu faire part de ses soupçons à personne, et avait patiemment frayé son passage au milieu de tout ce déménagement. Puis, il était arrivé au corridor, dont il avait trouvé toutes les portes ouvertes. Il en était de même de la porte de la chambre d'Athos et de celle du parc. Arrivé là, il lui fut facile de suivre les pas sur la neige. Il vit que ses pas aboutissaient au mur. De l'autre côté, il retrouva la même trace, puis des piétinements de chevaux, puis
puis les vestiges d'une troupe de cavalerie tout entière qui s'était éloignée dans la direction d'Enghien. Dès lors, il n'avait plus conservé aucun doute que le cardinal eût été enlevé par les 3 prisonniers, puisque les prisonniers étaient disparus avec lui, et il avait couru à Saint-Germain pour prévenir la reine de cette disparition. Anne d'Autriche lui avait recommandé le silence, et Bernoin l'avait scrupuleusement gardé. Seulement, elle avait fait prévenir monsieur le prince, auquel elle avait tout dit, et monsieur le prince avait aussitôt mis en campagne 500 ou 600 cavaliers, avec ordre de fouiller dans les environs et de ramener à Saint-Germain toute troupe suspecte qui s'éloignerait de Rueil, dans quelque direction que ce fût. Or, comme d'Artagnan ne formait pas une troupe, puisqu'il était seul, puisqu'il ne s'éloignait pas de Rueil, puisqu'il allait à Saint-Germain, personne ne fit attention à lui, et son voyage ne fut aucunement entravé. En entrant dans la cour du vieux château, la première personne que vit notre ambassadeur fut maître Bernoin en personne, qui, debout sur le seuil, attendait des nouvelles de son maître disparu. À la vue de d'Artagnan, qui entrait à cheval dans la cour d'honneur, Bernoin se frotta les yeux et crut se tromper. Mais d'Artagnan lui fit de la tête un petit signe amical, mit pied à terre et, jetant la bride de son cheval au bras d'un laquais qui passait, il s'avança vers le valet de chambre qui l'aborda, le sourire sur les lèvres. « Monsieur d'Artagnan !» s'écria celui-ci, pareil à un homme qui a le cauchemar et qui parle en dormant. « Monsieur d'Artagnan !»« Lui-même, monsieur Bernoin. »« Et que venez-vous faire ici ?»« Apporter des nouvelles de monsieur de Mazarin, et des plus fraîches même. »« Et qu'est-il donc devenu ? » ?»« Il se porte comme vous et moi. »« Il ne lui est donc rien arrivé de fâcheux ? » ?»« Rien, absolument. Il a seulement éprouvé le besoin de faire une course dans l'Île-de-France, et nous a prié, monsieur le comte de la Fère, monsieur du Vallon et moi, de l'accompagner. Nous étions trop ses serviteurs pour lui refuser une pareille demande. Nous sommes partis hier soir. Et nous voilà. »« Vous voilà ?» Son Éminence avait quelque chose à faire dire à Sa Majesté, quelque chose de secret et d'intime, une mission qui ne pouvait être confiée qu'à un homme sûr, de sorte qu'elle m'a envoyé à Saint-Germain. Ainsi donc, mon cher monsieur Bernoin, si vous voulez faire quelque chose qui soit agréable à votre maître, prévenez Sa Majesté que j'arrive, et dites-lui dans quel but. » Qu'il parlât sérieusement, ou que son discours ne fût qu'une plaisanterie, comme il était évident que d'Artagnan était, dans les circonstances présentes, le seul homme qui pût tirer Anne d'Autriche d'inquiétude, Bernoin ne fit aucune difficulté d'aller la prévenir de cette singulière ambassade. Et comme il l'avait prévu, la reine lui donna l'ordre d'introduire à l'instant même monsieur d'Artagnan. D'Artagnan s'approcha de sa souveraine avec toutes les marques du plus profond respect. Arrivé à 3 pas d'elle, il mit un genou en terre et lui présenta la lettre. C'était, comme nous l'avons dit, une simple lettre, moitié d'introduction, moitié de créance. La reine la lut, reconnut parfaitement l'écriture du cardinal, quoiqu'elle fût un peu tremblée. Et comme cette lettre ne lui disait rien de ce qui s'était passé, elle demanda des détails. D'Artagnan lui raconta tout avec cet air naïf et simple qu'il savait si bien prendre dans certaines circonstances. La reine, à mesure qu'il parlait, le regardait avec un étonnement progressif. Elle ne comprenait pas qu'un homme osât concevoir une telle entreprise, et encore moins qu'il eût l'audace de la raconter à celle dont l'intérêt et presque le devoir était de la punir. « Comment, monsieur ?» s'écria, quand d'Artagnan eut terminé son récit, la reine rouge d'indignation. « Vous osez m'avouer votre crime, me raconter votre trahison ?»« Pardon, madame, mais il me semble, ou que je me suis mal expliqué, ou que votre majesté m'a mal compris. Il n'y a là-dedans ni crime ni trahison. Monsieur de Mazarin nous tenait en prison, monsieur du Vallon et moi, parce que nous n'avons pu croire qu'il nous ait envoyés en Angleterre pour voir tranquillement couper le cou au roi Charles Ier, le beau-frère du feu roi, votre mari, l'époux de madame Henriette, votre sœur et votre hôte, et que nous avons fait tout ce que nous avons pu pour sauver la vie du martyr royal. Nous étions donc convaincus,
mon ami et moi, qu'il y avait là-dessous quelque erreur dont nous étions victimes, et qu'une explication entre nous et son éminence était nécessaire. Or, pour qu'une explication porte ses fruits, il faut qu'elle se fasse tranquillement, loin du bruit des importuns. Nous avons en conséquence emmené monsieur le cardinal dans le château de mon ami, et là, nous nous sommes expliqués. Eh bien, madame, ce que nous avions prévu est arrivé. Il y avait erreur. Monsieur de Mazarin avait pensé que nous avions servi le général Cromwell, au lieu d'avoir servi le roi Charles, ce qui eût été une honte qui eût rejailli de nous à lui, de lui à votre majesté, une lâcheté qui eût taché à sa tige la royauté de votre illustre fils. Or, nous lui avons donné la preuve du contraire, et cette preuve, nous sommes prêts à la donner à votre majesté elle-même, en appelant à l'auguste veuve qui pleure dans ce Louvre où l'a logé votre royale munificence. Cette preuve l'a si bien satisfait qu'en signe de satisfaction, il m'a envoyé, comme votre majesté peut le voir, pour causer avec elle des réparations naturellement dues à des gentilshommes mal appréciés et persécutés à tort. « Je vous écoute et vous admire, monsieur, » dit Anne d'Autriche. « En vérité, j'ai rarement vu un pareil excès d'impudence. »« Allons, » dit d'Artagnan, « voici votre majesté qui, à son tour, se trompe sur nos intentions comme avait fait monsieur de Mazarin. »« Vous êtes dans l'erreur, monsieur, » dit la reine, « et je me trompe si peu que dans 10 minutes, vous serez arrêté et que dans 1 heure, je partirai pour aller délivrer mon ministre à la tête de mon armée. »« Je suis sûr que votre majesté ne commettra point une pareille imprudence, » dit d'Artagnan. « D'abord, parce qu'elle serait inutile et qu'elle amènerait les plus graves résultats. Avant d'être délivré, monsieur le cardinal serait mort, et son éminence est si bien convaincue de la vérité de ce que je dis qu'elle m'a au contraire prié, dans le cas où je verrais votre majesté dans ses dispositions, de faire tout ce que je pourrais pour obtenir qu'elle change de projet. Eh bien, je me contenterai donc de vous faire arrêter. »« Pas davantage, madame, car le cas de mon arrestation est aussi bien prévu que celui de la délivrance du cardinal. Si demain, à 1 heure fixe, je ne suis pas revenu, après-demain matin, monsieur le cardinal sera conduit à Paris. »« On voit bien, monsieur, que vous vivez par votre position, loin des hommes et des choses, car autrement, vous sauriez que monsieur le cardinal a été 5 ou 6 fois à Paris, et cela depuis que nous en sommes sortis, et qu'il y a vu monsieur de Beaufort, monsieur de Bouillon, monsieur le coadjuteur, monsieur d'Elbeuf, et que pas un n'a eu l'idée de le faire arrêter. »« Pardon, madame, je sais tout cela. Aussi n'est-ce ni à monsieur de Beaufort, ni à monsieur de Bouillon, ni à monsieur le coadjuteur, ni à monsieur d'Elbeuf que mes amis conduiront monsieur le cardinal, attendu que ces messieurs font la guerre pour leur propre compte, et qu'en leur accordant ce qu'ils désirent, monsieur le cardinal en aurait bon marché. Mais bien au Parlement, qu'on peut acheter en détail sans doute, mais que monsieur de Mazarin lui-même n'est pas assez riche pour acheter en masse. »« Je crois, » dit Anne d'Autriche, en fixant son regard, qui, dédaigneux chez une femme, devenait terrible chez une reine. « Je crois que vous menacez la mère de votre roi. »« Madame, » dit d'Artagnan, « je menace parce qu'on m'y force. Je me grandis parce qu'il faut que je me place à la hauteur des événements et des personnes. Mais croyez bien une chose, madame, aussi vrai qu'il y a un cœur qui bat pour vous dans cette poitrine, croyez bien que vous avez été l'idole constante de notre vie, que nous avons, vous le savez bien, mon Dieu, risqué 20 fois pour votre majesté. Voyons, madame, est-ce que votre majesté n'aura pas pitié de ses serviteurs, qui ont depuis 20 ans végété dans l'ombre, sans laisser échapper dans un seul soupir les secrets saints et solennels qu'ils avaient eu le bonheur de partager avec vous? Regardez-moi, moi qui vous parle, madame, moi que vous accusez d'élever la voix et de prendre un ton menaçant. Que suis-je? Un pauvre officier sans fortune, sans abri, sans avenir. Si le regard de ma reine, que j'ai si longtemps cherché, ne se fixe pas un moment sur moi. Regardez monsieur le comte de la Fère, un type de noblesse, une fleur de la chevalerie. Il a pris parti contre sa reine, ou plutôt, non pas, il a pris parti contre son ministre, et celui-là n'a pas d'exigence. Que je crois,
Voyez enfin, monsieur du Vallon, cette âme fidèle, ce bras d'acier. Il attend depuis 20 ans de votre bouche un mot qui le fasse, par le blason, ce qu'il est, par le sentiment et par la valeur. Voyez enfin votre peuple, qui est bien quelque chose pour une reine. Votre peuple qui vous aime et qui cependant souffre, que vous aimez et qui cependant a faim, qui ne demande pas mieux que de vous bénir, et qui cependant vous... Non, j'ai tort. Jamais votre peuple ne vous maudira, madame. Eh bien, dites un mot, et tout est fini, et la paix succède à la guerre, la joie aux larmes, le bonheur aux calamités. Anne d'Autriche regarda avec un certain étonnement le visage martial de d'Artagnan, sur lequel on pouvait lire une expression singulière d'attendrissement. « Que n'avez-vous dit tout cela avant d'agir » dit-elle. « Parce que, madame, il s'agissait de prouver à votre majesté une chose dont elle doutait, ce me semble. C'est que nous avons encore quelque valeur, et qu'il est juste qu'on fasse quelque cas de nous. Et cette valeur ne reculerait devant rien, à ce que je vois, dit Anne d'Autriche. Elle n'a reculé devant rien dans le passé, dit d'Artagnan. Pourquoi donc ferait-elle moins dans l'avenir? Et cette valeur, en cas de refus, et par conséquent en cas de lutte, irait jusqu'à m'enlever moi-même au milieu de ma cour pour me livrer à la fronde, comme vous voulez livrer mon ministre? Nous n'y avons jamais songé, madame, dit d'Artagnan, avec cette forfanterie gasconne qui n'était chez lui que de la naïveté. Mais si nous l'avions résolu entre nous 4, nous le ferions bien certainement. Je devais le savoir, murmura Anne d'Autriche. Ce sont des hommes de fer. Hélas, madame, dit d'Artagnan, cela me prouve que c'est seulement d'aujourd'hui que votre majesté a une juste idée de nous. Bien, dit Anne, mais cette idée, si je l'ai enfin... Votre majesté nous rendra justice. Nous rendant justice, elle ne nous traitera plus comme des hommes vulgaires. Elle verra en moi un ambassadeur digne des hauts intérêts qu'il est chargé de discuter avec vous. Où est le traité? Le voici.